Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le fauteuil blanc ce soir, c'est un homme qui sait faire commerce intime avec les mots, un artiste rappeur qui porte depuis près de 2 décennies maintenant la voix d'une jeunesse en quête de mieux-être. La politique, il sait la lire, il sait la mettre en perspective. Premier rappeur couronné au prix découverte RFI, c'est Smarty, Louis Salif Keita, qui est l'invité de Surface de Vérité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Des nouvelles de l'ex-coéquipier Mandowé, avec qui vous formiez à l'époque le groupe Yélène? Je sais qu'il vient de sortir un album récemment. Il réside actuellement à Abidjan. Je pense qu'il est entre Abidjan et le Tchad, et en ce moment il est en promotion au niveau de son pays qui est le Tchad. Voilà, c'est les nouvelles que j'ai de lui. De temps en temps, je pense qu'on s'envoie des messages de temps en temps, mais ça fait quand même assez longtemps que j'ai eu des nouvelles de lui. Mais le contact n'est pas tout à fait rompu. Non, le contact n'est pas rompu, mais c'est vrai que professionnellement, les choses font que c'est des nouvelles brèves qu'on a l'un de l'autre, mais chacun est plus ou moins concentré sur sa carrière. Alors, Yélène, définitivement fini? Ça, seul Dieu pourrait en apporter la réponse, parce que je suis très croyant et je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Mais pour le moment, je pense que je ne fais que suivre le cours de ma vie. Ma vie qui est certainement dictée par le destin que Dieu met sur ma route. À un moment, j'ai fait 10 ans d'une belle carrière avec quelqu'un pour qui j'ai tout le grand respect du monde, avec qui j'ai appris beaucoup. Et un groupe qui m'a donné beaucoup dans ma carrière, qui a apporté énormément dans ma carrière, tant professionnellement que personnellement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser la nature faire les choses. Bon, le destin a voulu qu'on se mette ensemble un jour. On ne savait même pas au début de cette aventure-là que quand on a décidé de se mettre ensemble, on s'est dit qu'on allait tenter juste une expérience. Et cette expérience-là a duré 10 années. Et après, le destin a fait qu'on a été obligé d'arrêter les choses. Et c'était en réalité contre nous-mêmes et par la force des choses. Je pense qu'à un moment, le groupe était très fragile et on ne pouvait pas continuer dans cette atmosphère-là. Voilà. L'environnement aussi ne vous a pas rangé dans cela. Je veux dire, le showbiz avec des coups, le groupe avait un succès, forcément ça faisait des jaloux. Oui, c'est clair que quand tu viens d'un domaine qui est le hip-hop, qui est le rap, où à la base les parents ont une étiquette, que ce soit les parents, que ce soit les politiques, que ce soit les gens ont une étiquette sur ce genre de musique-là, ce qui est normal parce que ils n'ont que le retour de ce qu'ils voient ailleurs. C'est-à-dire aux États-Unis ou en France, où c'est plutôt des rappeurs qu'on monte dans leurs clips où on arrête. Ils sont toujours menottés, ils sont dans des trucs de banditisme, de drogue et tout. Et il fallait, nous, à ce niveau-là, se battre pour essayer de changer cette vision-là, et montrer que c'est notre réalité ici en Afrique. Montrer que dans le rap, il y a des personnes comme MC Solar qui ont des licences en lettres modernes et qui, voilà, au-delà de ce qu'on peut penser d'eux, sont de bonnes personnes et qui étaient des exemples pour nous. Donc effectivement, on construit le groupe, on se lance dans une aventure, Dieu fait qu'il y ait un succès. Le groupe rentre dans une autoproduction déjà dès le premier album. Donc ça veut dire qu'on a cru nous-mêmes d'abord à nos propres valeurs. Succès, par la grâce de Dieu, il y a eu. Ça crée forcément des jaloux et tout. Et je tiens à rappeler que on a toujours été reconnaissant, que ce soit moi, que ce soit Mando. Et je me souviens qu'on a été le seul groupe, je pense, qui avait reçu des fruits de nos droits d'auteur en son temps, de l'album Juste un peu de lumière. On avait fait une enveloppe pour chaque journaliste et chaque animateur qui nous avait aidés à cette période. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était méchant? Je ne sais pas. Mais peut-être que ça a montré aux gens que ces mecs-là, ils sont riches, alors que nous, on voulait juste, en retour, être reconnaissants par rapport à un acte qui a été posé. Donc, plus le groupe grandissait, plus les ennemis, souvent, qu'on ne pouvait même pas toucher du doigt, grandissait aussi, parce qu'on portait aussi, au-delà même de certains journalistes et animateurs qui étaient contre le groupe Yélène, parce qu'il faut dire la vérité, il y avait d'autres même, il y avait aussi l'environnement politique qui n'allait pas avec les messages qu'on portait. Parce que quand tu as des jeunes comme nous qui arrivent en son temps, dans l'histoire de la musique, à faire le plein d'un stade, un 8 octobre, et où tu fais payer des gens pour venir écouter un message, des messages engagés ou des messages voilà, qui n'arrangent certainement pas le politique, ça n'arrange pas les gens. Donc au fur et à mesure, on a quand même évolué, on a tenu bon jusqu'au 3e album.
où naît l'un des plus gros scandales sur lesquels je pense que il y a eu toutes sortes d'oiseaux de mauvais augure qui sont agglutinés dessus et qui ont eu là un pain béni pour pouvoir Cette affaire de 10 millions nous taper dans le talon là chez lui, cette affaire de 10 millions. On en a parlé en conférence de presse. Oui. Cette affaire de 10 millions, on en a parlé, j'ai retracé cette histoire pendant la conférence de presse du dernier album. Certains journalistes ont eu la vérité, mais malheureusement, elle n'a pas été diffusée. Le rapport avec moi et François Compaoré, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent ou tout ce qu'ils pensent. Je pense que un homme, c'est celui qui sait être sincère vis-à-vis des gens. Quelle que soit la personne que tu as en face, je pense que c'est ce qui fait aussi un homme. Un homme, c'est pas celui qui change de couleur à chaque fois que, je sais pas, le soleil va là, il va là, le soleil va là, il va là. Moi, je suis pas comme ça. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Même quand on dit que tu es ci, tu es ça, j'attends d'avoir la preuve de ce que tu es. Et par rapport à ça, je saurai quelle position prendre. Je pense que j'ai eu des rapports sincères avec lui. C'est quelqu'un qui m'a appelé à un moment parce qu'il était fier de son neveu. Il était fier du parcours que j'avais fait parce que d'abord, c'est un lien familial. C'est un lien familial, oui. Pour ceux qui me connaissent, le savaient déjà. Et ceux qui connaissent mon histoire savent que je n'ai jamais bénéficié, ni moi ni Hélène, d'un soutien avant cette affaire-là de la famille. Je veux dire ceux qui sont haut placés, je parlais de Blaise Compaoré ou François Compaoré, j'ai jamais eu d'aide venant de ces personnes-là. Je me suis battu et pour arriver là où j'étais, moi et Mandoé. Et à un moment, je reçois un coup de fil de François qui veut me recevoir. Je l'écoute. Et c'était par l'intermédiaire d'un oncle qu'on appelle Amado, qui aujourd'hui perd son âme, est décédé. Et c'est comme ça que j'échange avec lui et il me dit qu'il est fier parce que dans la famille, il n'y avait pas de jeune aujourd'hui qui avait réussi de par lui-même. Tous ceux qui venaient, c'était juste demander de l'argent, demander des aides, mais rien de concret. Et là, à ce stade-là, il aimerait savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour moi qui puisse être un plus à ma carrière. Et en ce moment, j'étais très jeune, je ne savais pas quoi répondre quand on te demande des trucs comme ça. Bon, je sors de son bureau, éventuellement je lui dis, je le reviendrai pour lui dire éventuellement ce qu'il peut faire pour moi. Je sors de son bureau et on a eu un voyage la semaine d'après au Sénégal. En son temps, c'était M. Bali Warab, actuel DG du BBDA, qui était notre manager. Donc on est parti. La discussion s'est tenue. Je n'ai jamais rien caché, ni à Mandoé, ni au manager. Bien que François lui-même m'ait dit qu'il ne pense pas que informer un grand monde autour de moi me ferait du bien. Parce que, vu sa position, vu qui il est, forcément ça peut être interprété autrement. Et il a tenu à ne pas recevoir tout le groupe pour garder justement le fait qu'il ne voulait pas avoir affaire à un groupe, mais affaire à moi, parce que pour que ça garde son caractère vraiment familial. Donc on se retrouve au niveau de Dakar, à Dakar. J'explique le truc à Walib et à Mandoé. Et c'est Walib même qui sort l'idée, qui dit, mais écoute, pourquoi tu ne lui proposes pas de t'acheter un studio? Je dis, ouais, c'est une bonne idée, ok, il n'y a pas de problème, va pour un studio. Et c'est comme ça qu'on rentre à Ouaga et Walib prend le devis du studio Greenstone, en son temps, qui venait d'ouvrir. Et le devis du studio Greenstone faisait 10 437 000 francs. Et c'est avec ce devis-là que je retourne le voir et je lui dis, bon voilà, moi m'aider, la plus grande aide que vous pouvez me faire, c'est éventuellement me donner un studio pour me rendre indépendant. Donc je lui donne ce devis-là et c'est comme ça que je reçois 10 millions de sa part. Ça n'a jamais été pour écrire contre le maire Simon Compaoré ou pour écrire contre X ou Y. J'ai toujours été indépendant face à mes écrits. J'ai toujours écrit les choses que je sens. La chanson sur Monsieur le maire était une chanson d'où l'inspiration m'est venue du groupe Tatapon du Mali, qui avait écrit une chanson sur le maire de là-bas. Et j'ai dit, tiens, mais bon, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le maire en ce moment. Bien qu'il fasse des choses assez positives, il y a aussi des choses aussi qu'on critique. Et moi, c'était lui donner la vision de ce que ceux d'en bas disent, afin que ça puisse lui permettre de changer. Ce n'était pas un ennemi que je cherchais, mais c'est essayer de conseiller un ennemi. Peut-être que les mots ont été forts, peut-être que l'album est sorti à un moment où moi je ne comprenais rien à cette lecture politique où quand on disait ouais, X est contre Y, Y est contre X. Ce que je sais, c'est que cette chanson, je l'avais écrite depuis 2004. Je l'avais écrite depuis 2004 et cette chanson elle est sortie sur l'album L'œil de Dieu.
Voilà, donc après, il y a eu un tollé, les gens ont commencé à nous tomber dessus. Ce qui était dommage, c'est que les gens n'ont même pas cherché véritablement à nous écouter, non. Mais ils étaient juste arrêtés sur... L'intention, c'était tout de suite d'enfoncer le groupe? Oui, quand vous faites une interview avec un journal comme L'Événement, avec un stagiaire, j'ai même oublié son nom, qui nous fait une interview question-réponse, et qui après fait un résumé de ce qu'on a dit, qui n'est pas forcément ce qu'on a dit, et qui, dans le gros du titre, met Yélène et les 10 millions de François Compaoré. C'est clair que tout le monde ne va pas à l'intérieur du journal. Voilà, les gens lisent juste le titre, et puis bam, c'est parti. C'était assez dur, c'était une période assez difficile, parce que j'étais, moi, dans ma sincérité, tout comme Mondoué, et c'est dommage, parce que, dommage encore plus dans le sens où, après, il y avait un documentaire qui était passé sur nous, en son temps à la RTB, quand on a sorti justement l'album L'œil de Dieu, où je voyais mon ex-manager dire là-bas que si le groupe a reçu de l'argent, il n'avait jamais été au courant. Là, j'ai été vraiment touché. Là, j'ai été touché dans mon âme parce que j'estimais que ça manquait de sincérité de sa part. Et je me souviens quand il est parti, même quand il a quitté le groupe, Mandoué est témoin, on lui a jamais dit à lui, on lui a jamais dit ouvertement, voilà, on voulait que tu quittes le groupe. On était à Bobo. Et on est rentré le week-end de Bobo d'un concert qui avait été organisé par le ministère de la Jeunesse. En son temps, c'était Koutaba qui était le ministre. Et on a vu comme ça dans les journaux, pam, qu'il quittait le groupe et tout, et que c'est nous qui l'y avions chassé. Mais sur la tête de ma mère, jamais on lui a dit ça. Mais voilà. Donc tout ça a été des choses, une période assez difficile pour le groupe. Donc on peut bien dire, on aime bien Yélène, mon chant, tout ça, ça nous a porté préjudice, énormément préjudice. Dans le sens où même quand on essayait de dire notre vérité, tout ce qu'on disait était interprété dans le mauvais sens. À chaque fois que on réagissait, mais honnêtement, même quand j'en parle aujourd'hui, j'ai la gorge nouée parce que après, même si on se relève de ça et qu'on fait un album Rédemption derrière, qui était une manière de dire aux gens, bon voilà, avec cet album-là, on essaie de vous demander pardon, mais en même temps, on va être clair sur tout ce qui s'est passé. On l'a fait, comme je le retrace aujourd'hui, mais jamais les gens ne sont revenus sur nos propos, les gens ne sont revenus sur cette vérité, ils n'ont jamais voulu remettre cette vérité-là en place. On a fait des concerts. Quoi, on n'a jamais voulu comprendre la vérité? Il y avait une intention cachée d'en découdre avec le groupe? Je sais pas, finalement. Je ne saurais pas réellement, en tant qu'être humain, vraiment toucher du doigt quelles étaient les intentions des gens, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait... On n'a pas voulu vous écouter? On n'a pas voulu nous écouter, il y avait une grande onde de négativité autour de nous. Négativité dans le sens où je pense qu'à un moment, on était vraiment entouré, on n'était pas bien entouré. Yélène, on a eu notre premier manager qui était Moustapha Sawadogo de 2001 à 2003. Personne ne savait tout ce qui se passait dans le groupe. Parce qu'on avait réussi, moi, Mandoué et tout le staff, à garder ce qui se passait dans le groupe en interne. Ça, c'était la force du groupe. Et c'était la force de Moustapha. De 2004 à 2003 à 2005, on a travaillé avec Sanfo Oumarou, qui en sont administrateurs de la structure joviale. C'était pareil. La discrétion était notre leitmotiv. Et on avait des problèmes. Hein. Avec Mandoué, souvent c'était chaud. Avec des problèmes internes au groupe, mais jamais personne n'en entendait parler. Jusqu'à ce qu'on... Ça fonctionnait comme une vraie entreprise? Exactement. Ça dit, il y avait le secret professionnel en fait. Et d'autant plus que on était un peu éloigné, on se tenait quand même un peu à l'écart du monde du show business. Ou même quand on allait prendre des verres avec les uns et les autres, on évitait de parler de ce qui avait trait à notre profession. Mais quand on a croisé après Wali Bara de 2005 jusqu'à monter, c'est là qu'il y a eu toute la dégringolade. Je ne vais pas mettre tout ça sur son dos, mais je pense que le fait d'être dans un milieu où ça parle beaucoup, dans un milieu où à chaque fois qu'il y a des groupes internes au groupe, ça se retrouve dans des maquis, ça se retrouve à l'extérieur, ça a beaucoup nuit au groupe. Et à un moment de la vie du groupe, il va m'excuser pour ça, mais c'est une réalité. Mandoué, il tenait plus. C'était assez difficile, c'était compliqué, c'était des moments où il est passé par des moments très difficiles, où il buvait beaucoup, où c'était
assez tendu. Notre dernier concert à Bobo Dioulasso, c'était difficile. Il était complètement hors du champ pour ceux qui ont suivi. À cause de l'environnement. À cause de l'environnement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. On faisait des concerts où il y avait pratiquement personne. On faisait des trucs où personne ne venait. Le groupe n'était plus crédible. Donc moi, je suis le premier étonné, même quand on se sépare, que je parle pas des fans. Eux, je crois en leur sincérité. Que les hommes de médias et tout se lèvent pour dire ouais, vous ne vous appartenez plus. Nanani, nanana, il faut que vous reveniez ensemble, on chante tout ça. Ça a été la plus grande hypocrisie que j'ai jamais lue. En fait, c'est ça qui a fait que, personnellement, j'ai été dégoûté du showbiz burkinabé. Parce que c'est quand Yélène n'était rien. Je considère que c'était rien. Mais quand ils ont perdu Yélène, ils ont compris tout le travail qu'on avait abattu. Parce qu'ailleurs, on travaille à faire grandir les groupes. Aujourd'hui, beaucoup nous comparent, ils veulent nous comparer notre carrière à celle d'un groupe comme Toufan. Je suis désolé. Toufan, ils sont couverts. C'est sûr que c'est chaud souvent dans le groupe, mais tu ne vas jamais entendre de scandale. Mais ici, le monde du show business se délecte plutôt des choses négatives de l'industrie du show business. Quand il y a un truc positif, on n'en parle pas. La preuve, quand j'ai été lauréat du prix RFI, c'est l'événement sur lequel il y a eu le moins de bruit. J'ai fait ma tournée, on peut compter le nombre d'articles ici sur lesquels ils ont écrit. Alors que si on dit que Smarty aujourd'hui, excusez-moi du thème, s'est fait arrêter pour X ou Y, c'est de ça qu'on va parler le plus. Et j'ai testé cet environnement-là avec Modavion. J'ai vu comment ça fonctionnait. C'est pour dire que les gens sont toujours dans le sens négatif des choses. Et Yélène, aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un dise, aujourd'hui se lève, surtout dans le monde des médias, aujourd'hui se lève pour dire Yélène, revenez, Yélène, revenez. Non. Le groupe était déjà assez fragile. Donc il a fallu d'une petite étincelle pour qu'on se sépare. Et ces acteurs y ont contribué? Ils se connaissent, ils se reconnaissent, ils savent, honnêtement, ils savent qu'ils y ont contribué. Je sais qu'il y a certains qui étaient même fiers de ce qui s'est passé, même si après ils venaient en face de nous dire « Ah ouais, on aimerait bien que vous remettez ensemble, machin, tout ça ». Mais ils n'ont jamais souhaité ça. Vous êtes très amer, dégoûté vis-à-vis de cet environnement. C'est passé, c'est derrière, en réalité c'est derrière moi. C'est derrière moi dans le sens où je pense que Dieu m'a permis, au-delà de Yélène, de pouvoir construire une autre carrière. De construire avec des personnes sincères. Bien que même avec l'album solo que j'ai sorti, j'ai encore découvert la méchanceté humaine. Ça s'est poursuivi même dans la carrière solo? Même dans ma carrière solo, ça s'est poursuivi. Dans ma carrière solo. L'album, le producteur avait lâché l'album. Le producteur avait lâché l'album African Couleur, avant même qu'il ne soit pris RFI. C'est une réalité. Ils ont fait 2 concerts. On a fait 2 concerts dédicaces. Un concert à Bobo et un concert à Ouaga, au mois de novembre. Je suis resté silencieux jusqu'au mois de mars. Des concerts qui ont été d'ailleurs un succès. Je n'ai pas eu de point de ces concerts. De ce producteur, il sait de quoi je parle. Je n'ai pas eu de point jusqu'en mars. Vous ne savez pas ça a rapporté quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas su combien ça a rapporté. Et on a fait une réunion, il y avait un éditeur et puis il y avait un producteur, on a fait le point. Le producteur était censé faire le point à l'éditeur, mais sauf que tout ça a traîné. Après moi, c'est bien de parler de ça parce que souvent les gens, c'est des petites choses, mais c'est bon souvent que les gens sachent souvent ce qu'on vit. Après, mon fils avait avalé une pièce de 10 francs qui lui était restée à la gorge. Et il fallait faire une intervention assez rapidement. C'était au mois de janvier. Et en son temps, c'est ce qui a fait que j'ai appelé même le producteur en question pour lui dire, écoute, vu que vous n'avez pas encore fait le point, est-ce que vous pouvez me faire une avance parce que je dois faire une intervention sur mon fils en ce moment. Et c'est comme ça qu'il a fait envoyer. Il a fait envoyer la somme de 150 000. Je suis allé, l'intervention m'a coûté 100 000 et le reste c'était pour payer les médicaments et autres. Après, j'ai plus eu de nouvelles. J'étais dans une maison que, à ma signature de contrat, le producteur et l'éditeur étaient censés payer chaque mois. Quand ils ne se sont pas entendus sur les concerts, on a eu une réunion en décembre juste après les concerts, ils ont décidé de ne même plus payer la maison. Donc, je suis resté jusqu'au mois de mars, comme je disais, et il y avait là où j'habitais qui n'était pas payé. Et heureusement que le bailleur en question aimait bien ma tête. Sinon, c'était la honte.
Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils ont lâché complètement l'album. En mars, j'ai pas eu de point, rien, mon tout ça. J'ai plus eu de nouvelles de ces gars jusqu'à ce que l'album devienne Prière et Fille. Et l'album, c'est Mustapha Sawadogo qui est mon Votre manager. premier manager. Voilà, qui est revenu travailler avec moi. Voilà. C'est lui qui a redonné vie. Qui a redonné vie à ce truc, qui a postulé et tout, et ça marchait. Quand ça marchait, ils sont encore revenus vers moi. Les producteurs sont encore revenus vers moi. J'ai pas refusé. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Ce qui va se passer, c'est que vous me donnez tous les CD qu'il y a. Moi, je fais les tournées. Je vais vendre les CD. Je vais vous remettre de l'argent. Et l'éditeur en question, je lui ai dit, là, je vais croiser des éditeurs en France. Je vais discuter avec des personnes en France. Tu n'es pas un professionnel de la musique, parce que ce n'était pas un gars vraiment qui était dans le domaine musical. Tu n'es pas un professionnel de la musique. J'aimerais juste que tu me donnes, moi, le choix de pouvoir décider du professionnel avec qui, quelqu'un en France avec qui je vais signer, si ça doit se faire. Donc je lui ai dit, fais-moi une lettre et tout, machin, tout ça. Et il m'a dit, ok, il va me faire la lettre et tout. Après, on s'est rendu à son domicile avec Mustapha. Et il a dit non, finalement, bon, la lettre, ça ne va pas être possible. On se donne rendez-vous un autre jour. On revient un autre jour, on nous dit qu'il est parti en France. Et là, c'est un blocage. Il est parti en France, et quand il est parti en France, on m'a appelé de Radio France Internationale pour me dire qu'il y a un mec qui est là-bas qui dit qu'il est mon éditeur et qu'il est venu pour signer des contrats s'il y avait à signer. Ça veut tout dire. Après, je ne parle pas beaucoup parce que les gens ont beaucoup joué sur cette image de Smarty qui est l'enfant impoli, qui est un peu l'enfant bandit, qui est le mec qui n'écoute pas. Et avec tout ce que j'avais vécu dans le groupe Yélène, ces gens-là... Vous avez accepté de subir? Non, parce que si je ressortais avec un scandale tout de suite, on va dire c'est encore lui. Et je passe même l'épisode du moment où ce même producteur avec M. Wali Bara se sont rencontrés avec M. Hervé Onla, dans le sens où il était question d'écrire des choses dans un journal, de charger Hervé Onla d'écrire des choses dans son journal et sur sa page numérique pour dire des choses pas vraies sur moi, dans l'idée de casser ma carrière. Tout ça, ça a été des réalités. Mais lorsque Hervé a refusé, qu'il est venu causer avec moi, qu'il a entendu ma version, et qu'après il a dit la vérité, tout le monde du show business se tue sur ça. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a fait dans le showbiz, il y a beaucoup de mal qu'on m'a fait, il y a beaucoup de choses qu'on m'a fait, mais simplement parce que j'ai peur qu'à chaque fois que je sorte et que je crie, on dise c'est encore lui. Donc j'encaisse et je m'étais. Et pour un artiste, pour la création, c'est ça. C'est difficile d'encaisser ces genres de situations. C'est pas propice à la création. Ça peut impacter. Je suis tellement habitué au Burkina. Honnêtement, je pense que les meilleurs acteurs de ce monde du show business là, pour moi, honnêtement, ça reste le public, quoi. Sincèrement, pour moi, les meilleurs acteurs, ça reste le public. Si ces mecs-là n'étaient pas là, excusez-moi, si ces mecs-là n'étaient pas là, je pense même pas que moi, je serais vivant en ce moment. Parce que si ça ne dépendait que des gens du show business, si ça ne dépendait que de ces gars-là, j'étais mort. Et moi, j'estime que peut-être que Dieu parle à travers ces personnes-là, qui naturellement me suivent. Ces gens-là, Smarty, c'est un bad boy. Smarty, il ne respecte pas les gens. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Tous ceux qui sont à côté de moi savent quel respect je vous, mes aînés. Je réagis devant la personne. Tu manques de respect, honnêtement, je te manque de respect. Mais je suis lent à agir. Ceux qui sont proches de moi le savent, je suis très lent à agir. Parce que je sais combien de fois ma colère m'a porté préjudice et je pense que c'est sur ça que ces hommes-là jouent. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui, ce n'est même pas moi, parce que moi, j'estime que je suis ailleurs. Je suis ailleurs parce que le Burkina m'a porté ailleurs, parce qu'il y a un public qui m'a porté ailleurs. S'il n'y avait pas eu ces 7500 personnes-là qui ont voté pour moi, et même quand j'ai été pris RFI, j'ai entendu des débats dans les radios dans mon pays où on disait que c'est Pascal Salfo a été membre du jury, président du jury, que j'ai eu le prix RFI. La question qui se pose, c'est est-ce qu'Assalfo est passé à chaque porte de ces 7500 personnes-là pour dire votez-moi? Ça veut dire qu'on ne donne pas de la valeur à nos personnes, aux gens d'ici, aux artistes d'ici, on ne donne pas la valeur qu'ils méritent ici. Et c'est quand même dommage.
C'est dommage. Alors, la carrière solo s'est donc poursuivie avec ce prix découverte RFI qui a certainement ouvert des portes pour la suite de la carrière. C'est clair, le prix RFI, ça a été véritablement un tournant dans ma carrière. Bon, les gens vont se demander, après le prix RFI, depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? Même si rien ne se passe, qu'ils aient confiance en moi, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui ont été positives allant dans ce sens-là. Aujourd'hui, je préfère ne même pas parler de ma carrière parce qu'honnêtement, je sais que dans notre milieu, les gens sont prêts à il y a des gens qui ont une capacité de nuisance. Exactement, à prendre le cabri et puis rentrer au village, quoi. Simplement parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Non, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le talent qui prime, mais c'est beaucoup plus autre chose. Moi, j'ai mis tout, dans les mains de Dieu. Je me dis qu'il me protège et j'essaie d'être le plus discret sur ma vie. Je préfère qu'aujourd'hui, les choses qui arrivent dans ma carrière soient beaucoup plus une surprise pour mon public, pour mon peuple et ceux qui me suivent, que pour les hommes du show business. D'accord, on attendra donc les surprises. Hein. Alors, que pensez-vous de façon générale de la gestion du département de la culture aujourd'hui? Ce que je trouve dommage, et c'est personnel, ce que je trouve dommage au niveau de la gestion du département de la culture, c'est que justement le département de la culture a été un deal. Un deal? Entre les politiques, oui, un deal entre les politiques. Un deal parce qu'aujourd'hui, le département de la culture, c'est la chasse gardée du parent. Je n'ai rien contre eux. Les parents, le parti de la Renaissance nationale. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le poste qu'on a trouvé le plus tranquille pour, voilà, dans le partage, pour que ça arrange X ou Y, ça a été le département culturel. Je le dis sans frustration. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de personnes qui aiment vraiment le domaine dans lequel ils sont et qui s'y engagent réellement pour son développement. Mais pas que ce soit un cadeau à un parti parce qu'il serait un contrepoids à l'Assemblée. C'est ma lecture de la chose. Et moi, dès lors que M. Tahirou Barry a été élu, j'ai été le premier tout de suite qui a été contre depuis le départ. Et ça, dans mon attitude... Vous étiez contre? J'ai jamais été d'accord. Pourquoi? Non, parce que je pense, hein, après les gens peuvent dire ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi c'est mon avis, c'est que je pense que il ne connaît pas grand-chose à la culture. Les postes ministériels, c'est des postes politiques. Pour vous, la culture devait bénéficier de cette singularité? Ouais, bon, après on dira que... J'essaie de trouver... Honnêtement, j'essaie de trouver la culture, c'est le socle, c'est un domaine de souveraineté. Moi, je veux qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Je veux qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. On peut faire le bilan du ministre Tahirou Barry. Ah, justement, parlons-en, puisque... moi, dans tous les actes... Visiblement, il y a une partie donc, des acteurs de la culture qui estiment qu'il a un bon résultat en 22 mois. Ben, ça, c'est ceux qui ont profité bien de Tahirou Barry. Ah bon? Ouais. Ah, il avait un gros cercle autour de lui, là, des gens qui l'aimaient bien, des gens qui bénéficiaient de ses faveurs. Il y avait même des journalistes qui ont été cooptés pour bien écrire pour lui, pour laver bien son image. Ces gens-là se connaissent aussi. Sinon, vous pensez qu'il n'a pas apporté grand-chose en 22 mois? Personnellement, je vais me faire taper dessus, hein, mais il n'y a pas de problème. Moi, je le dis haut et fort. Franchement, il n'a rien apporté. Il n'a rien apporté? Il n'a rien apporté. Il y a eu les trésors du Faso, par exemple. Quel est l'impact? Quel a été l'impact véritable de tous les trésors du Faso, trésors humains? Quel a été l'impact sur la culture? Pour moi, c'est beaucoup plus un truc fait pour valoriser sa personne. Parce qu'au moins, je pense que avant la campagne, je l'ai vu hein, pendant la campagne, il n'est pas sorti. Hein. Il n'a pas fait le tour des provinces et tout. Hein. Il est resté à Ouaga. Hein. Apparemment, il battait même campagne déjà pour être ministre. Parce qu'il n'a fait que rencontrer les ministres. Avec notamment ses conseillers que sont M. Bara Walib et en temps M. Zongo Seydou Dizedes qui a rallié. Donc,
Moi, je ne serais même pas étonné que ce soit Walib même qui écrit tout le planning, qui écrit tout le planning et toute la direction, toutes ces idées-là, tu vois. S'il y a quelqu'un à qui moi je dois lancer, comme on dit dans le rap, un big up, ce serait Walib. Dans ce pays, on n'aime pas les gens qui sont francs. C'est pourquoi moi, on me tend pas trop le micro. Moi, honnêtement, les trésors du Faso, quoi, non. Aujourd'hui, on se retrouve face à, pour mon domaine par exemple, on se retrouve face à... C'était le ministre qui était presque tout le temps dans tout ce qu'il y avait comme activité, qui était auprès des acteurs, des promoteurs, dans les événementiels par exemple, et qui a fait beaucoup de parrainage, beaucoup de soutien également. Tu retrouves les mouches partout. Hein. Dans toutes les maisons, les mouches. Mais qu'est-ce que les hommes font? Ils font ça. C'est pas pour autant que la mouche est plus populaire que la poule. Donc être partout en même temps ne veut pas dire qu'on travaille. Pour moi, c'est du populisme. Du populisme? Je pense. Et une vraie campagne, quoi. Ah bon? Pour vous, c'était aussi pour lui l'échelle pour... Non, mais la preuve, c'est qu'il est connu aujourd'hui. La preuve, c'est qu'il est connu. Il est super connu. On dit que c'est un des meilleurs ministres. Il a bien démissionné. Il a démissionné au bon moment. Il a fait de bonnes choses. Mais moi, je dis, je ne vois pas l'impact. Aujourd'hui, on est face on se demande comment on va distribuer, comment on va vendre notre musique. On n'arrive pas réellement à trouver de solution par rapport à ça. Les autres sont passés au numérique. L'impact de ça. Est-ce qu'il y a eu véritablement, les gens sont penchés véritablement sur ça? Aujourd'hui, au niveau du cinéma, comme il dit, après, je l'ai écouté, il dit il y a un budget de 200 millions au première année, 200 millions cette année, millions, alors qu'il était question de milliards. Voilà, mais après, ce que je veux dire, c'est que... Le fonds de développement culturel. Après, ce que je veux dire, c'est que s'il devait taper sur la table, je pense qu'il devait taper sur la table par rapport à ça. Nous, on l'aurait accompagné par rapport à ça. Moi, j'ai dit... Quand il est monté, j'ai dit à des personnes qui me sont proches, je dis, il va monter et il va descendre. Je ne vais jamais aller déposer mon dossier au ministère de la Culture. Je ne vais jamais demander de soutien au ministère de la Culture. Parce que j'estime, ce n'est même pas uniquement que Tahirou Barry, j'estime que la culture en général dans ce pays est mise en retrait. J'ai l'impression que les gens n'ont pas encore pris conscience qu'aujourd'hui, si les jeunes aujourd'hui sont tous branchés sur des histoires américaines, sont branchés sur des histoires de l'extérieur, aujourd'hui, voilà, sont influencés par d'autres cultures qui viennent d'ailleurs, c'est la colonisation par la culture. Ils n'ont pas compris que la culture est une âme. On avait des stéréotypes sur les Ghanéens et tout et tout. Aujourd'hui, c'est fini ça, à cause de la musique. On avait une idée arrêtée sur les Anangos, les Nigériens ont raconté des trucs. Ils ont développé une véritable industrie aujourd'hui, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma. Dans la musique ou le cinéma, ces personnes ont imposé un respect. Donc, est-ce que vous pensez réellement que, au niveau du Nigeria, lorsque le gouvernement nigérien prend un arrêté qui dit que il y a un taux de pourcentage, je pense qu'ils sont à plus de 80% de diffusion au niveau du Nigeria. Quand ils prennent l'arrêté et qu'ils décident ça, est-ce qu'ils ont eu besoin de faire les, je ne sais pas moi, 600 provinces, 80 provinces, rencontrer X ou Y pour se faire voir? Non. D'accord. On va poursuivre pour parler justement de cette jeunesse burkinabé. Aujourd'hui, en quête de repères, il y a eu l'insurrection qui est passée par là, qui devait porter ces aspirations de la jeunesse juste après. Il y a aussi, dans le cadre de cette insurrection, le rôle des artistes qui n'a pas été négligeable quand même. D'ailleurs, votre chanson, Le Chapeau du Chef, que certains ont d'ailleurs trouvé prémonitoire, ça a été quand même un regard pénétrant sur le présent et l'avenir politique du Burkina Faso. Tu sais, actuellement, quand tu veux aborder le sujet de l'insurrection, il faut faire très attention parce qu'on te demande si tu as ta CNIB. C'est-à-dire? La CNIB, c'est la carte nationale d'insurrection burkinabé. D'insurrection burkinabé? La carte nationale de l'insurgé burkinabé. On te demande, est-ce que tu as participé, tu n'as pas participé? Et si tu as participé, tu as ta photo sur Facebook, est-ce que tu étais dans la rue, tout ça, avant de pouvoir... vous avez participé à votre façon à Moi, travers... je ne suis pas sorti. Je ne suis pas sorti, je n'étais pas sur le terrain. Vous avez écrit, vous avez chanté? Non, on dit que ce n'est pas suffisant. D'abord. J'ai entendu entre guillemets que ce n'est pas suffisant, que nous, on ne fait même pas partie des luttes. En fait, il fallait être dans la rue? Non, mon combat, c'est pas... Moi, personnellement, mon combat, c'est pas surtout de revendiquer quoi que ce soit, non.
Moi, ma démarche a toujours été de voir une situation, de peindre la situation, de la placer. Si elle peut apporter un changement, si elle peut apporter un développement, ça s'arrête là. Alors, d'autres camarades artistes comme vous, hein, notamment le rappeur Smokey, le reggaeman Sabs Kalodia, que pensez-vous de leur engagement dans le cadre de cette lutte? Je suis, en toute humilité, je pense que je suis mal placé pour donner un avis sur leur engagement. Tout ce que moi je sais, c'est que je ne rentrerai pas dans une quelconque organisation où je ne serai pas un leader. Moi, personne ne pense à ma place. Raison pour laquelle je ne fais partie d'aucune OSI. Et je n'en ferai pas. Eux, ils sont leaders. Après, non, ils sont leaders pour ceux qui les suivent. Moi, ils ne sont pas leaders pour moi parce que moi, je ne pense pas à moi-même. Ils ont leurs idées. Ils ont leur avis. Je suis d'accord sur certaines choses. Sur certaines choses avec eux. Et je suis contre certaines démarches aussi. Voilà. Moi, ma vision, elle est là. Ma vision, c'est pas uniquement je ne peux pas porter le poids d'embarquer des milliers de gens derrière moi dans une cause où ces personnes-là même ne peuvent pas, après cette cause-là, quand ils en tirent les conséquences, se dire que je suis moi-même responsable. Et après qu'ils veuillent indexer des soi-disant leaders. Non. Si tu t'engages à quelque chose en tant que jeune Burkinabé, en tant que jeune Africain, fais-le d'abord par toi-même. Ne le fais pas parce que Smarty t'aura dit de faire ça, parce que Smoke ou Samska t'aurait dit de faire ça. Fais-le parce que toi d'abord tu t'es engagé par rapport à ça. Voilà. Et la lutte a besoin de catalyseurs. Peut-être que la lutte a besoin de catalyseurs, mais après, lorsque ces catalyseurs-là manquent d'humilité, il y a un problème. Ah bon? Oui. Les idées de Thomas Sankara aujourd'hui, comment vous les voyez? Qu'est-ce que vous en faites, vous, jeunes Burkinabés? Moi, j'ai tellement de respect pour ce monsieur-là que je pense que dire même son nom même pour moi est assez sacré. À chaque fois que j'ai écrit les chansons, 2 fois, le nom Sankara était dans mes chansons. Je prends le temps de peser ce nom-là, parce que ce nom-là, vraiment, c'est tout un symbole dans ce pays. Aujourd'hui, on dit le nom Sankara, c'est au-delà, c'est aussi le comportement. Oui, c'est le comportement. Le discours. Ma vision des choses, c'est quoi? C'est que Sankara, il est venu, il a fait des choses, il a dit des choses, il a apporté sa part de contribution au développement de ce pays. C'est un repère, c'est une boussole, mais toi, en tant que jeune Burkinabé, qu'est-ce que tu apportes après lui? Moi, je ne vais pas monter sur scène tout le temps à citer, comme Sankara l'a dit, comme Sankara l'a dit. Non, pas que je ne le dis pas parce que je suis pas fier de Sankara. Non, je suis fier de Sankara et ce qu'il a fait. Mais à sa suite, j'aimerais aussi apporter à la construction mes idées. J'aimerais qu'on dise, ah ouais, Smarty aussi avait dit ça. Que demain on dise Smoke aussi avait dit ça. Mais ne pas passer tout son temps uniquement à citer ça, à citer ça, à citer ça, à citer ça. Mais cela n'empêche même pas, en fait, ça n'empêche pas de parler de la grandeur de l'homme. Moi, quand je vois Sankara, les gens passent tout leur temps à peine le côté sombre de l'histoire de Sankara. Moi, je trouve que pour moi, c'est un bel homme d'abord. Après, quand tu le regardes, même quand il parle avec charisme. Si Sankara devait être un gars qui devait faire des one-man shows, je pense que ça allait être quelqu'un qui allait être terrible. Il allait être énorme, il allait être fort dans ça. Parce qu'il a l'art de faire passer le message avec intelligence et avec beaucoup d'humour. C'est ce que j'apprécie chez lui. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent on épouse l'idée de Sankara, on l'aime Sankara, on veut parler comme Sankara, mais dans leurs propos, il y a beaucoup plus de haine que d'amour. Sankara, dans ses propos, moi, je regarde ses vidéos, je tourne son histoire en boucle. Pourquoi on l'aime? Parce que, attends, tu l'écoutes, tu as le sourire. Sans haine. Il a beaucoup d'amour dans le message qu'il porte. Quand tu écoutes les gens aujourd'hui, ceux qui disent, bon, la plupart des leaders qui se disent héritiers de Sankara, c'est beaucoup plus. Comme je l'ai dit, ça manque d'humilité. Il y a beaucoup de haine dans les propos. C'est-à-dire, il n'y a pas de pardon, il n'y a rien. Alors que moi, je pense qu'aujourd'hui, Sankara, c'est beaucoup d'amour. D'abord pour son pays, c'est beaucoup d'amour pour l'Afrique. Au point où
pour moi, il a accepté de faire ce sacrifice-là pour le bien du Burkina. Et on peut porter son message tout en l'enrobant d'amour, chose que certains n'ont pas su faire et n'arrivent pas à faire. D'accord. L'insurrection aujourd'hui, quelques années après, comment vous le voyez? Une révolution trahie, comme le disent certains, notamment Tahirou Barry. C'est dommage que une révolution trahie. J'essaie de peser bien le poids des mots. Quand on dit une révolution trahie, la révolution a été trahie par qui? Par quoi? Quand et comment? Ici, on voit sur la base où on dit que Smarty n'a pas été dans la rue, donc Smarty n'a pas le droit de parler, ou que Smarty ne dira rien sur son propos. Maintenant, chacun doit en faire son appréciation, parce que moi, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça permet à la jeunesse véritablement de se connaître, de s'apprendre. C'est-à-dire, toi qui es là individuellement, tu essaies de faire, de mettre, entamer toute cette histoire, c'est-à-dire depuis la prise du pouvoir jusqu'à Zida, jusqu'à la transition, et savoir prochainement, si ça se passe, comment est-ce que tu vas te positionner. Pendant la transition, je pense que j'ai été parmi ceux qui ont fait l'une des seules chansons pour critiquer la transition, qui était Bouche Bée. On l'a dit haut et fort, mais en son temps, je pense que quand tu le faisais, on te prenait pour un ovni. On te prenait pour un ovni, pourquoi tu es en train d'aller contre, machin, tout ça. Mais tout le monde devait accompagner la transition. C'était à la limite la pensée unique. À cette période, c'est un peu, moi personnellement, c'était un peu mon ressentiment. Alors que j'étais toujours dans mon canal, qui est, quand tu observes quelque chose qui ne va pas, tu décris et tu la chantes. Donc aujourd'hui, si on dit que cette révolution-là, pour y venir, si on dit que cette révolution-là a été trahie, quand je dis elle a été trahie par qui, quand et comment, c'est la question qu'il faut réellement se poser. Parce que moi, j'aimerais bien, j'ai bien regardé j'ai bien observé toute l'histoire. Ce que j'aurais aimé, il est personnel, ce que j'aurais aimé, c'est que quand on a passé le cap du départ de Blaise Compaoré et qu'on est arrivé à cette transition, j'aurais aimé que le leitmotiv qui anime chaque discours de chaque politique ait été guidé par l'amour, la tolérance, le pardon, sans occulter la justice. Mais après ça, il y a une forme de chasse aux sorcières, de règlement de compte en politique, des choses même qui dépassent même souvent le peuple, des choses qui dépassent souvent l'entendement du peuple. On ne rentre pas. Souvent, il est difficile même de lire, de comprendre ces gens. Honnêtement, il est difficile de les comprendre parce qu'à gauche, tu as même un ministre qui est contre, et puis après, qui se retrouve dans le gouvernement, et puis 2 jours après, qui dit qu'il n'est plus dedans parce que la BAC, ça ne va pas, machin, tout ça. Donc, tu te demandes, en fait, à quoi ces gars-là jouent, en fait. La réalité, c'est ça. Donc, quelque part, ça permet de découvrir aussi les vrais visages des gens. Les masques sont quelque peu tombés. Les masques ne sont jamais, pour moi, les masques ne sont jamais tombés. Parce que on connaît tous l'histoire de ce pays, on sait tous que aujourd'hui, celui qui est au pouvoir, c'est celui qui a été là depuis longtemps. Donc, je pense qu'on ne devait pas être surpris aujourd'hui, comment on appelle, de ce qui se passe. Mais en même temps, tout pouvait aller si véritablement dans le cœur des jeunes, il y avait un petit peu d'amour et qu'on prônait réellement la réconciliation. Excusez-moi, mais quand tu as fait 27 ans avec quelqu'un et que demain tu parles comme si tu n'as jamais connu cette personne-là, bon, je me méfie de toi. C'est ça le problème du Burkina, c'est que c'est un gros film en fait. C'est un gros film. Les gens font semblant, les gens ont vécu ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont fait des deals ensemble, ils se connaissent. Et d'un jour à l'autre, ils disent ouais, on ne le connaît plus, c'est pas la peine, lui il est ci, lui il est ça. Il faut qu'on aille véritablement, j'entends parler de réconciliation ici, réconciliation par là, il faut qu'on aille véritablement à la réconciliation. Et ceux qui peuvent nous aider à aller vers ça, c'est toutes ces personnes-là, tous ces politiques-là qui ont fait 27 ans l'un avec l'autre, qui sont amis. C'est une réalité, ils sont amis. Il ne faut pas qu'ils nous disent qu'ils sont ennemis aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils nous disent qu'ils sont ennemis aujourd'hui. Parce que quand on dit
je suis contre X, c'est juste pour des raisons politiques. Quand on dit je suis contre Y, c'est juste pour des questions politiques. Depuis que le président est arrivé au pouvoir, moi je n'assiste uniquement qu'à... Franchement, c'est une guerre, ça se prépare, excuse-moi du thème, mais là, tu sens que les gens se préparent juste à attaquer 2020, quoi. Les gens se préparent juste à attaquer 2020. Je me demande si les gens sont véritablement prêts à se battre pour la construction du Burkina. On fait quoi du présent, du quotidien des Burkinabés qui ont besoin effectivement de meilleures conditions? C'est le rôle de ceux qui sont de l'autre côté de penser à ça. Parce que ces jeunes-là qui sont descendus dans la rue il n'y a pas longtemps, qui sont battus pour qu'il y ait ce changement-là, ces jeunes-là attendent un résultat. Ils attendent un résultat. Et ce résultat-là, c'est à travers les promesses des programmes que tout un chacun a présenté au moment où il faisait les présidentielles. Donc quand tu arrives, les gens attendent forcément un résultat. Les gens attendent ils attendent un autre discours. Ils attendent vraiment qu'il y ait une différence entre ce qu'ils ont combattu et ce qu'ils veulent vivre dans le présent. Et ce n'est pas le cas juste là? Personnellement, je pense que c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas dans le sens où même eux-mêmes ils sont dans des petites guerres qui font que même au niveau du développement, il n'y a même pas le temps véritablement de s'occuper des vrais problèmes. C'est vrai qu'on a eu des soucis avec les attaques terroristes, avec plein de choses qui sont arrivées au Burkina, mais à mon avis, honnêtement, c'est que la priorité doit être l'éducation et la santé. Et il n'y a aucune priorité sur ces deux questions-là. Et aussi il y a eu des programmes de gratuité dans le secteur de la santé. Allez-y sur place et dites-moi si sur le terrain c'est réel. Je ne vais pas dire ce que ceux qui sont passés ici ont dit avant moi, mais tout le monde le dit. Moi, si je viens, c'est un peu comme si je le redis, c'est un peu comme si je me répète. C'est difficile. On le chante, mais est-ce que sur le terrain c'est réel? D'accord. Alors, je vais ajouter ça. Pour moi, j'aimerais aussi, parce que la critique, peut-être, on dit la critique, elle est facile. Après, il faut apporter. Pour moi, c'est que tout homme politique qui accède à un pouvoir doit savoir se faire bien entourer. Le chapeau du chef, c'est de ça que ça parle. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur les réseaux, il y a des personnes qui sont à gauche et à droite qui disent des vérités, qui lancent des alertes, qui sont des vérités, que peut-être ça n'arrange pas peut-être le pouvoir en place, mais il gagnerait à écouter. Il gagnerait réellement à écouter. Il gagnerait à descendre, à échanger avec certaines personnes, à avoir une autre stratégie qui est celle d'avoir des conseillers, uniquement des conseillers, des jeunes conseillers qui sont autour de soi à Kosiam. Non. Il y a des personnes que vous pouvez approcher dans l'anonymat. Il y a des jeunes, il y a des personnes qui pourront vous dire certaines vérités qui ne vous arrivent pas. Le danger pour tout homme politique, c'est lorsque la vraie information ne lui arrive plus. C'est parfois le problème de nos chefs d'État, malheureusement. L'entourage qui constitue ce mur, cette forteresse qui empêche le président de voir de l'autre côté. C'est le problème de tous les chefs d'État. Moi, c'est le problème de tous les chefs d'État. Parce que même si tu reviens, et tous les hommes qui ont une position forte, plus ou moins, parce que quand le mec arrive, il veut juste s'entourer de personnes, c'est-à-dire au niveau des médias, de personnes qui vont laver son image, des jeunes qui vont lui dire que tout va bien. Et même ces jeunes-là, qui, quand ils arrivent et qui sont conseillers du président, à la fin, chacun défend son poste. Chacun défend son portefeuille. On évite de dire au chef qui est en place ce qu'il veut entendre, au risque de perdre son poste. Donc c'est ça qui est dommage. Alors, pour l'instant, le chapeau du chef ne flotte pas dans l'air, hein, on peut le dire pour l'instant. Moi, le chapeau du chef n'a jamais autant flotté. Ah bon? Il flotte toujours. Toujours? Il flotte toujours. Parce que? Mais vous regardez, rien que la semaine passée, il y a déjà une démission. Il y a déjà une démission où les gens s'en vont, ça grogne de partout. Si tu analyses le Burkina actuel, les gens ne sont même pas à 2018. Les gens sont déjà à 2020. Ça veut dire que les problèmes aujourd'hui vont être réglés par rapport
à la présidentielle 2020. Toutes les actions qu'on va poser aujourd'hui, c'est pour s'assurer qu'en 2020, les populations n'oublient pas ce qui va être fait. Et c'est ça qui est... c'est ça qui est le plus touchant dans l'histoire. C'est dommage, c'est à croire finalement que la démocratie, c'est un problème pour l'Afrique. Bon, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il faut adapter il faut une politique adaptée à l'Afrique, en fait. Il faut une politique adaptée à nos cultures, une politique adaptée à notre société. C'est dommage qu'on ne fait que copier ce qui vient de l'autre côté, les constitutions, le mode de vie. Et tout ça a une valeur, une base culturelle, malheureusement. Exactement. Ça devient une sorte de greffe qui a du mal à apprendre au niveau de l'Afrique. Ça a du mal à apprendre. Ça a du mal à apprendre dans le sens où même quand tu prends nos chefs d'État, quand tu prends leur modèle, c'est même pas... C'est vrai que même si beaucoup vont te dire oui c'est Sankara notre modèle, mais quand tu vois leur modèle de vie, ça n'a rien à voir avec l'homme qu'ils citent. Donc ça veut dire que eux-mêmes, même dans l'application même de cette démocratie dont on parle là, ils ne comprennent vraiment trop pas comment est-ce que ça fonctionne. Moi, en tout cas, quand je les écoute, à chaque fois, ils se réfèrent. Ils ont toujours des références. Ouais, vous savez, même en France, ça s'est fait ci. Même aux États-Unis, ça s'est fait ci. On prend pas en avant. Voilà, on prend pas de référence vraiment sur les réalités africaines. Voilà. Et puis il faut. On pourrait dire au Rwanda, par exemple, qui est un exemple aujourd'hui. On attend toujours. C'est-à-dire, on attend toujours que l'autre de l'autre côté nous dise que notre démocratie n'est pas bonne, pour qu'on s'aligne. On attend toujours que l'autre de l'autre côté nous dise que ce président-là, c'est un dictateur, pour qu'on s'aligne. On attend toujours que l'autre vienne toujours nous dire que bon, voilà, ça c'est normal, ça c'est pas normal. Le mot d'ordre vient d'ailleurs. Voilà, pour moi, le mot d'ordre vient d'ailleurs. D'accord. On poursuit. Récemment, vous avez sorti un single avec un camarade rappeur également, Askoy. C'est un single, je crois bien. Zida ne va plus aux eaux, Zida va au Canada. Un titre d'Askoy sur lequel il m'invite. Et il avait déjà écrit le refrain et ses couplets, donc moi je suis venu juste intervenir. Mais à la base, pour ceux qui sont allés à l'école ici au CE, ils savent qu'il y a une leçon où on dit Zida, la partie où on apprend les Z, Zida va aux eaux. Donc c'est juste pour changer et garder un côté humoristique tout en critiquant le fait qu'aujourd'hui le général Zida se retrouve en exil au niveau du Canada. Au niveau du Canada, alors que la justice burkinabé le recherche. La justice burkinabé veut l'entendre sur le dossier de l'insurrection populaire où il est cité comme le suspect numéro 1. C'est ça. Le truc, c'est que dans cette chanson, justement, on essaie de dire qu'aujourd'hui, on parle de justice tout azimut. C'est-à-dire, on parle de justice partout. Il y a tellement de cas de justice à régler qu'on ne sait même plus véritablement par quoi commencer. Aujourd'hui, Zida, il est au Canada, j'ai ouï dire, comme tout le monde, j'ai entendu qu'on va envoyer des gens aller l'écouter, et savoir l'entendre. Un budget conséquent de personnes qui vont se déplacer pour aller l'écouter, l'entendre et puis savoir ce qu'il en est. Mais c'est quand même dommage parce que je pense que la justice devait être équitable pour tout le monde. Autant on lance des mandats d'arrêt pour, je le dis dans la chanson, autant on lance des mandats d'arrêt pour Blaise Compaoré, pour François Compaoré, on devrait le faire aussi pour Zida. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même au sein des populations et de la jeunesse, de toutes ces personnes-là qui sont à l'extérieur, il y a quand même un petit doute sur le fonctionnement au niveau de la justice au Burkina Faso. Je pense qu'elle devait être la même pour tout le monde. On l'a vu récemment, le ballet accusé d'être muet sur effectivement le cas Zida, mais bavard sur le camp Bassolé par exemple. J'ai aussi vu effectivement la sortie du ballet concernant le cas de Bassolé. Personnellement, je trouve la démarche aussi critiquable dans le sens où ils auraient pu quand même aussi se battre, sortir, marcher pour demander à ce qu'on juge aussi Bassolé assez rapidement. Parce qu'il y a des personnes, comme ils le disent eux-mêmes, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui attendent, il y a des parents et des familles qui attendent qu'on fasse justice. Et ils auraient pu sortir, ils auraient pu battre aussi le pavé pour demander à ce que ces affaires-là soient jugées et ne pas attendre
que l'homme soit mis en liberté provisoire pour se manifester. Je pense que dans cette chanson, je les titille un peu, je dis l'aspirateur est devenu le balai. C'est une façon eux aussi de leur porter le message, de leur dire qu'aujourd'hui, ils doivent être sur tous les fronts, dans le sens où eux-mêmes qui ont dit qu'ils font une forme de veille. Ils font une forme de veille sur toutes les injustices. Donc, ils ne devaient pas trier les injustices, quoi. Ils devaient taper sur toute forme d'injustice. Et des injustices, il y en a eu plein. Il y a eu des détournements, il y a eu des cas de vol, il y a eu des cas vraiment d'injustice flagrante où on les attendait et puis ils ne se sont pas manifestés. Et ça fait qu'en termes de crédibilité, au fur et à mesure, le code de popularité a commencé à baisser auprès des populations. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai beaucoup d'admiration pour un mec comme Smoke, mais en même temps, j'ai dit, j'ai toujours été franc avec lui. À chaque fois qu'on a eu à débattre, j'ai toujours eu cette franchise-là avec lui. Il faut pas trier les justices, il ne faut pas dire, voilà, je sors pour tel Burkinabé, je ne sors pas pour tel Burkinabé. Je pense que la lutte qu'ils ont faite, elle a été noble. Il faut qu'ils continuent cette lutte-là dans le sens où il faut qu'ils tapent sur toutes les injustices. Même si on fait une injustice aujourd'hui dans la démarche judiciaire contre Blaise Compaoré, ils doivent être à même de se lever pour dire on n'est pas d'accord sur ça. Parce que, comme on dit, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, mais je dois me battre pour te laisser t'exprimer. Donc, dans ce sens-là, il faudrait que le balai citoyen puisse se battre pour revenir encore réoccuper la place qu'ils occupaient parce que, franchement, je le dis honnêtement, les gens sont assez critiques sur leur démarche en ce moment. Alors, pas le passé. On ne critique pas le passé, on parle de la démarche présente. Voilà. D'accord. Et que pensez-vous finalement effectivement de ces rapports entre organisations de la société civile et politique aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle, au début de cette interview, j'ai eu à dire que je préfère parler pour moi-même. Parler pour moi-même dans le sens où, lorsque tu parles pour des leaders, parlent pour toi et que tu es dans cette organisation-là, tu sais jamais ce qui se passe quand un leader rentre dans un bureau avec un politique et qu'il est en train de discuter pour toi. Et toi, tu es de l'autre côté du mur et que lui vient te rendre compte, tu sais jamais ce qui se passe. Donc, tu es appelé à avoir des doutes. Tu es appelé à voir, comment on appelle, à ce que tes pensées aillent dans tous les sens. Donc pour moi, le rapport entre les OSC et les politiques, je trouve qu'il y a des OSC qui sont honnêtes, il y a des OSC qui font réellement leur travail, qui est celui d'apporter vraiment un développement au pays, qui est vraiment d'apporter quelque chose, de veiller vraiment à ce que les choses se passent bien. Et il y a des OSC, effectivement, qui sont là uniquement pour jouer, pour dire ou faire ce que les politiques veulent qu'ils fassent. Après, c'est normal, puisqu'on est rentré dans le jeu politique, forcément, il y a des gens qui vont rentrer dans les OSC, soit parce que ça l'arrange, parce qu'il a, excusez-moi du terme, mais parce qu'il a faim, mais pas par conviction. Et il y en a qui vont rentrer dans une OSC par conviction. Aujourd'hui, il faut mettre tout ça dans le tamis, trier et puis savoir quels sont les bons, quels sont les mauvais. Mais il y en a tellement que tu ne sais même pas à qui donner une certaine crédibilité, c'est-à-dire à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Donc, en ce moment, au Burkina, franchement, il ne fait pas bon de faire partie d'une OSC. Et moi, personnellement, je ne fais pas partie d'une OSC et je n'en ferai pas partie. Si je porte un message, si je dois dire quelque chose, je le ferai et je prendrai toute la responsabilité de ce que je dis. Si je rentre croiser un homme politique ou je dois parler à un homme politique, je le ferai avec ma conscience que ça n'engage que ma responsabilité. Après, si ce que je dis ou ce que je fais peut aider au développement immédiat de mon peuple, c'est tout ce qui peut faire mon bonheur. Alors, restons un peu dans ce cadre-là de la jeunesse aujourd'hui, qu'on retrouve beaucoup plus sur les réseaux sociaux, qui font plus dans l'activisme parfois nauséabond quand on regarde certains discours sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça craint. Mais ça craint, non, mais c'est normal parce que le pouvoir, pendant l'insurrection, qu'est-ce qu'on a utilisé pour véritablement aussi accéder, pour que les choses puissent réellement fonctionner, même en termes de communication et tout. Les réseaux sociaux ont été quelque chose, ont été un poids dans cette lutte-là. Donc ça va être difficile aujourd'hui
d'occulter ça dans l'univers aujourd'hui politique et dans l'univers social et dans l'atmosphère du Burkina aujourd'hui, ça va être assez difficile. Maintenant, c'est à chaque individu, c'est à chaque Burkinabé de savoir quelle information qui est bon à prendre et ce qui n'est pas bon à prendre. C'est à chaque Burkinabé de faire le tri de tout ce qu'il lit quand il va sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que chaque politique a ses soldats à qui on a offert des tablettes, tout ça, qui sont dans l'ombre, qui sont prêts à réagir. Chaque ministre, chacun est prêt, tout le monde est tout le monde a ses soldats qui sont cachés. Donc au point où on ne sait pas réellement quelle est la vraie information, quelle est la fausse information. Ils sont en guerre sur les réseaux sociaux, sur le terrain. Je dis guerre, mais excusez-moi, mais c'est réel. Ils s'affrontent tout le temps sur les réseaux sociaux, sur le terrain. À chaque fois que tu fais une sortie, c'est commenté, même quand quelqu'un dit quelque chose qui est noble et qui est positif, mais qui n'est pas du camp du MPP ou de l'UPC ou du parent. Tu as les jeunes qui, même quand c'est bon pour le pays, qui critiquent. Donc, moi, à mon sens, c'est qu'après une insurrection, réellement, on aurait dû enseigner, j'insiste sur ça, enseigner autre chose à ces jeunes-là, c'est-à-dire les trouver du travail, même les OSC, essayer de mener des démarches pour des formations, pour les insérer dans la société. Aujourd'hui, la démarche aussi des OSC devrait être ça. Ce n'est pas uniquement quand on a besoin de jeunes pour battre le pavé qu'il faut les appeler, mais il faut aussi, je ne sais pas moi, faire des séminaires, faire des rencontres, former ces jeunes-là. Je crois que le ballet citoyen, par exemple, est dans cette dynamique aujourd'hui. Ils font beaucoup de formations en ce moment. Bon, s'ils le font, vous me l'apprenez. S'ils le font, c'est assez positif. Mais maintenant, il faut qu'ils poussent ça encore plus loin. Il faut qu'ils passent à des actes concrets. Il faut on me dira, c'est pas leur travail, mais oui, ça peut être leur travail parce qu'un jeune qui est bien formé peut aller défendre un dossier de boulot et exercer une forme de une forme de démarche qui puisse permettre à ces jeunes-là facilement de s'insérer dans la société. La réalité, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, quel est aujourd'hui votre regard sur la liberté d'expression, la liberté de la presse? Est-ce qu'on a fait un bond en avant par rapport à avant? Je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Beaucoup plus difficile? C'est difficile de dire des choses. Honnêtement, on a l'air, souvent tu as l'impression qu'aujourd'hui, oui, il y a cette liberté d'expression-là, c'est facile de dire les choses, mais honnêtement, c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, on a le cas Pascal Zaïda aujourd'hui qui est enfermé, je ne sais pas ce qui se passe, c'est entre guillemets, c'est pas ce qui se passe, vous avez Gigi qui ne paraît plus, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, tu écris une chanson qui critique un peu le pouvoir en place lorsque tu le sors. Moi, personnellement, je l'ai vécu. On te descend tout de suite dessus, mais je suis habitué, j'en ai l'habitude, donc ça va. Mais aujourd'hui, c'est assez compliqué quand même de s'exprimer. On a vu aussi récemment sur la place, quand on a refusé de recevoir le ministre Aïroubari, on a vu tout ça. Je l'ai dit dans la chanson Zida Vaouzo, dans Junozo Kember, au commande, je l'avais dit. Donc, tout ça, c'est un peu des alertes qu'on lance pour dire, écoutez, attention, on n'est pas si libre que ça. On n'est pas si libre que ça. Alors, faut-il craindre pour l'avenir du Burkina Faso aujourd'hui, pour terminer? Je ne crains pas pour l'avenir du Burkina Faso. Je ne crains pas pour l'avenir du Burkina Faso, mais j'ai plutôt peur des décisions que tous les acteurs politiques peuvent prendre maintenant. C'est de là que va dépendre le sort du Burkina Faso. C'est de là que va dépendre vraiment le sort du Burkina Faso. Est-ce que craindre pour le Burkina Faso, bon, c'est vrai, quand tu demandes, quand tu sors, tu parles un peu avec. Moi, je parle un peu avec les gens qui sont vraiment pas forcément avec l'élite politique, mais tout ce qui en ressort, c'est que c'est difficile. Économiquement, c'est difficile. Ça ne va pas. On a cru qu'on allait, mais on n'a pas. Qu'est-ce qu'il faut pour changer? Et je pense que tant que dans la démarche, tant au niveau de la justice, tant au niveau de la réconciliation, tant que dans toutes ces démarches-là, il n'y aura pas moins de calculs politiques,
on n'arrivera à rien. Parce que s'il faut, pour que je sois président en 2020, rebrandir, comment on appelle, un mandat, ou ressortir une affaire de justice, pour qu'on m'accorde une crédibilité, il y a un problème. On ne doit pas attendre d'être face à certaines situations pour sortir ces genres de choses. On ne doit pas attendre d'être face à certaines situations pour aller à la réconciliation. Et aller à la réconciliation, c'est aller vraiment à la réconciliation. Moi, quand je dis aller vraiment à la réconciliation, je parle je veux prendre en exemple l'Afrique du Sud, je veux prendre en exemple le Rwanda. S'ils y sont arrivés, c'est qu'on peut y arriver. Je n'ai pas fait d'école en politique, je n'ai pas de diplôme en politique, mais je pense honnêtement que la volonté et les politiques, si réellement ils veulent unir les populations, si réellement ils veulent unir le cœur des gens et si réellement on veut aller de l'avant. Et je dis ça en mettant toujours le doigt aussi sur la justice. Oui à la justice, mais créer les conditions pour que ceux qu'on doit juger viennent tranquillement et qu'ils puissent être jugés dans de bonnes conditions. Alors, on est en fin d'émission. Question classique, vous allez nous dire ce que vous pensez de Smoke. Sincère dans son engagement, dans son engagement, souvent peut-être mal entouré, souvent peut-être mal conseillé, parce qu'il est arrivé à un stade où il a des personnes autour de lui qui refusent souvent de lui dire la vérité. Moi et lui, souvent, on a eu à avoir des prises de bec, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Parce qu'on peut avoir des différences, lui et moi, mais ça nous a pas empêché de nous asseoir souvent, partager des verres ensemble et de partir même souvent en bruit. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Et il sait que quand je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points, je ne suis pas d'accord. On peut faire 2-3 mois sans se causer, mais je pense qu'il sait tout le bien que je pense de lui. Tahirou Barry, je pense maintenant il est à sa place. D'accord. Orokma Christian Kaboré pour terminer. Il ne faudrait pas que le président occulte, qu'il se voile la face sur certaines réalités. Il a dirigé le pays avec des amis à un moment, des gens qui ont été ses amis à un moment. Il faut qu'il ait le courage aujourd'hui de se regarder, d'accepter que ça fait partie de son histoire. Et dans sa façon, je dirais, il a peut-être l'âge de mon papa, je m'excuse de le dire ainsi, mais dans sa façon de gouverner et de dire les choses, lui, il est le chef. Et dans la parole du chef, il doit avoir beaucoup plus de tolérance et d'amour. S'il n'y a pas de tolérance et d'amour dans la parole du chef, par rapport à tout son vécu et toute son histoire, c'est clair que le peuple va s'aligner dans sa démarche. Et la dernière chose que j'aimerais lui dire, s'il m'écoute, c'est que on n'est pas toujours obligé d'aller dans le sens du peuple. Souvent, quand on est convaincu que quelque chose est bien pour le peuple, on va contre le sens du peuple. À la fin, peut-être le peuple va comprendre que ce que le mec faisait, c'était bien pour moi. Souvent, j'ai l'habitude de dire que souvent, c'est clair que le peuple, c'est la voix du peuple parce que c'est le peuple qui l'a mis là-bas. Mais souvent, le peuple, c'est comme un gros bébé qui est malade et qui refuse de prendre ses comprimés. On l'ouvre la bouche, on lui met dedans. Quand il guérit, il comprend pourquoi on lui mettait ça dans la bouche. La réalité, c'est Sankara, par exemple. Il n'a pas été compris au début. Mais c'est quand il est parti qu'on a compris tout le sens et la noblesse de ce qu'il avait inculqué au Burkinabé. Donc, qu'il n'ait pas peur, souvent de prendre des décisions, d'en assumer les conséquences s'il trouve que c'est bien pour le peuple. Et qu'il sache aussi taper la main sur la table. C'est ce que les gens attendent. Qu'il soit beaucoup plus autoritaire. L'autorité n'a jamais empêché le fait qu'au fond, on soit un homme bien et gentil. Mais il faut qu'il soit autoritaire. Merci. Ce sera tout pour ce soir. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc. Merci. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous étions avec l'artiste rappeur Smarty pour ce numéro de votre rendez-vous Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonsoir.